Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce magnifique Capitole pour cette rétrospective Jean Vigo que nous réalisons en collaboration avec Gaumont qui a, comme vous le savez, vous l'avez probablement lu, restauré l'ensemble de l'œuvre malheureusement trop brève de Jean Vigo. Mais avant de parler de Jean Vigo, nous souhaitions vous parler d'un autre cinéaste qui, comme vous le savez, vient à peine de décéder, Bernardo Bertolucci. L'historien et critique de cinéma Bernard Eisenschitz, qui a supervisé la restauration de tous les films de Jean Vigo, nous a signalé très aimablement que Bernardo Bertolucci parle de Jean Vigo. Donc je me permets d'inviter Bernard sur la scène. Bienvenue Bernard, qui nous accompagne d'ailleurs toute cette semaine autour des films de Jean Vigo. Et donc on parle d'abord de Bernardo. Oui, merci. C'est pas tellement en tant que critique et historien, c'est plutôt en tant qu'ami que je voulais montrer ce petit morceau. En mars 64, Bertolucci terminait le montage de son deuxième film, Prima della Rivoluzione, et Louis Marcorel m'avait demandé de choisir des films italiens pour la semaine de la critique de Cannes. Donc j'ai vu, le lendemain de la fin du mixage, j'ai vu Prima della Rivoluzione, et à partir de là, bon, ça a été le début d'une amitié à travers les années, sporadique, mais sûre, jusqu'à il y a 2 ans, nous avons fait à Bologne une conversation sur Marlon Brando. Et je tenais beaucoup, enfin, nous tenions tous beaucoup à ce que Bertolucci soit présent dans le coffret DVD de l'œuvre Vigo. Nous avions beaucoup parlé de Vigo, nous parlions beaucoup de cinéma. Notre amitié était aussi une amitié cinéphilique. Et évidemment, en premier lieu, ou parmi les tout premiers, nous parlions beaucoup de Vigo. Il se trouve que Bernardo avait été enregistré par le fils de son scénariste et ami, Gianni Amico, et producteur aussi, pour un hommage à Amico. Et voilà ce qu'il raconte de sa découverte de l'Atalante. À tout de suite. À tout de suite. Et pour terminer ce bref hommage à Bernardo Bertolucci, on vous signale que, un peu au débeauté, nous avions un petit rêve à la Cinémathèque, c'était de vous montrer. Vous vous souvenez peut-être qu'en 2013, on avait organisé une grande rétrospective de toute l'œuvre de Bernardo Bertolucci à l'occasion de la sortie de Io e te, que la Cinémathèque suisse a distribué en Suisse, son dernier film, que nous aimons beaucoup. Et depuis, la Cinémathèque de Bologne, l'Immagine ritrovata, son laboratoire, avait restauré le film mythique Novecento. Et voir Novecento dans sa version restaurée, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, une expérience que nous avons eu la chance de faire dans quelques festivals. Et nous tenions beaucoup à vous montrer cette version restaurée de Novecento. Donc voilà, malheureusement, la tristesse du décès de Bertolucci nous permet de nous donner cette occasion. Et donc le 13 janvier prochain, dimanche, parce qu'il faut bien un dimanche pour voir plus de 5 heures de film, nous vous présenterons l'intégrale de Novecento restaurée, ici même, au Capitole. À tout bientôt donc. Voilà. Et passons maintenant à tout à fait autre chose. Enfin, même pas. C'est quand même les origines du cinéma. On revient à Jean Vigo. Bernard, je te prie de me rejoindre de nouveau. Et je me permets de saluer dans la salle la présence discrète, mais quand même importante, de la directrice du patrimoine de Gaumont, Ariane Toscan du Plantier, qui nous a rejoints. De même que Manuela Padoan, directrice de Pathé Gaumont Archives, Gaumont Pathé Archives, voilà, un peu comme ça personne n'est fâché, qui sont parmi nous, qui sont venus de Paris pour cette occasion et aussi pour le lancement de ce magnifique coffret DVD et Blu-ray qui vient de sortir, que vous pouvez trouver dans les meilleurs shops de Lausanne et ailleurs, notamment au Karloff et à la Fnac, et dont, évidemment, on retrouve un certain nombre d'écrits de Bernard Eisenschitz, puisqu'il en a supervisé aussi la réalisation. L'Atalante, quelle aventure! Parce qu'on sait que l'Atalante, c'est plusieurs versions, c'est plusieurs remontages, plusieurs restaurations. Et là, en t'attelant à la tâche de revoir, au fond, le film et d'en essayer de retrouver la ligne la plus pure, je crois, comme tu l'as écrit, qu'est-ce qui s'est passé et comment tu as travaillé?
Simplement, quand Gaumont a décidé de faire une numérisation, restauration de l'Atalante, j'ai signalé, enfin, ce que tout le monde savait, qu'il existait une copie de l'Atalante qui était la seule copie que Vigo avait vue, c'est-à-dire la toute première copie qui avait été tirée avant tous les déboires du film. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu, si vous connaissez un petit peu l'histoire de ce film. En deux mots, le film, déplaisant aux exploitants de salles françaises, le producteur GFFA, Gaumont Franco-Film Aubert, oblige le producteur du film, Nunez, à changer la bande-son du film et le sort sous un autre titre, Le Chaland qui passe, au moment où Vigo meurt. Quelques années plus tard, en 1940, un ancien directeur de Gaumont, devenu indépendant, restaure la musique du film, mais cette restauration ne tient pas compte de beaucoup d'éléments, et surtout elle est faite, c'est le début de l'occupation, elle est faite dans de très mauvaises conditions techniques. Depuis à la fin des années 80, Gaumont a récupéré les droits du film. Ceci est la troisième restauration. Les deux précédentes, qui avaient été faites sur pellicule, étant des restaurations, disons, maximalistes, utilisant tout le matériel qui avait été écarté, tout en suivant en principe cette copie d'origine. Elle se trouvait avec des ajouts, des interpolations, des extrapolations, et après toutes ces années, après 60, après 80 ans, on n'avait jamais vu le film que Vigo lui-même avait vu, c'est-à-dire celui dont il avait suivi le montage et dont il avait approuvé un premier montage sous réserve de retravailler le film. Mais nous savons que quand un réalisateur finit un premier montage d'un film, en général, c'est plutôt pour le raccourcir que pour l'allonger. Donc, ce que nous voyons là, ce sur quoi nous avons travaillé, c'était l'idée de donner la meilleure image possible du film tel que Vigo l'avait vu, tel que Vigo l'avait discuté au jour le jour avec son monteur et avec son équipe qui le remplaçait quand il était alité, qui ne pouvait pas assister physiquement lui-même au montage. Donc c'est le film de Vigo et de son équipe, de la bande à Vigo. Voilà, donc c'est très très simple, en fait, c'est une version dont on peut dire une version pure. Oui, le terme était d'Henri Langlois. La pureté, ce que Vigo cherchait, c'était la pureté, et c'est une version dont nous savons qu'elle est authentique. À partir de là, elle est parfaitement discutable. Post-scriptum à cette histoire déjà un peu trop longue et un peu trop technique, à partir du moment où on montrait cette version, il fallait aussi montrer ce dont nous disposions, c'est-à-dire une grande partie des rushs tournés par Vigo et non intégrés dans le montage qu'il avait fait, avec son monteur Louis Chavance. Donc l'idée a été l'idée qui découlait de celle de restaurer le film original. L'idée qui en découlait était de pouvoir montrer tous ces éléments de travail, toutes ces ébauches, enfin ces esquisses. Pour un artiste, pour un dessinateur ou un peintre, on dirait les esquisses, les canevas, je ne sais pas. Donc c'est devenu un film d'1h10 que vous verrez demain, qui passe demain à la séance de 6h30, je crois. Au cinématographe. Voilà. L'idée, c'est que la première fois qu'on est revenu sur l'Atalante en 1990, on a dit Vigo n'aurait jamais pu se permettre de tourner un seul plan inutile, donc il aurait tout mis. Je pense que j'ai pris le point de vue contraire, j'ai pris l'option contraire qui était Vigo a beaucoup tourné, mais étant donné les accidents du tournage, étant donné sa propre manière de travailler, d'improviser, d'inventer en cours de route,
il a tourné des choses qu'il savait qu'il n'utiliserait pas, mais ces choses, ce sont ces éléments de travail, donc il est absolument indispensable de les montrer. Donc on montre à la fois le film et ses outils et ses ébauches, ses éléments de travail. Tous ces éléments qui sont aussi présents évidemment dans le coffret ou en dehors de textes complémentaires. Il y a énormément de documents annexes en plus de l'œuvre complète de Vigo. Alors comme j'ai trop parlé déjà, je voudrais savoir une petit test, je ne sais pas si vous le faites souvent ici. Non, vas-y. Qui va voir la Talente pour la première fois ce soir? Bon, bon bah c'est une très bonne nouvelle. Écoutez. Excellente nouvelle. Une petite question quand même, tu n'as pas encore trop parlé, j'ai encore besoin de toi pour quelque chose, c'est le rapport avec Michel Simon. Parce que, évidemment, Vigo a un lien avec cette cinémathèque, avec Luce, évidemment, qui était très proche aussi de nous et de toi, bien sûr. Mais Michel Simon, qui était aussi un habitué de la cinémathèque suisse, de son vivant, vers la fin de sa vie, et qui est quand même très au centre de ce projet-là. Est-ce que tu peux en dire peut-être quelques mots ? Il y a à la fois, voilà une des choses qu'on a un petit peu trouvées en cherchant les documents d'origine, parce qu'il y a eu deux magnifiques biographies de Vigo, l'une un livre de Sales Gomez et l'autre un film de Jacques Rosier, qui ont dit tellement de choses qu'on a l'impression qu'il n'y a plus rien à dire. En fait, si on revient à des documents auxquels les deux n'ont pas eu accès, on découvre des tas de choses. On découvre surtout une grande liberté dans les choix de Vigo. On a dit Gaumont lui a imposé ceci, cela. Ce n'est pas vrai. Michel Simon n'a pas été imposé. Gaumont a souhaité, GFFA disons, a souhaité avoir des vedettes et Vigo s'est arrêté vraiment sur ces deux vedettes. Ce sont des comédiens qu'il a choisis et pour lesquels il s'est battu. Il s'est battu pour les obtenir. Il y a eu toute une petite comédie autour de Michel Simon qu'il est allé voir dans les coulisses d'un spectacle, qui a été heureusement impressionné, qui était très heureux parce qu'il a appris que Vigo était le fils d'un anarchiste mort en prison. Ça correspondait quand même beaucoup aux idées de Michel Simon et d'après ce qu'a raconté Michel Simon, Vigo lui a donné toute liberté pour improviser, pour s'éloigner du dialogue habituel qu'on trouvait dans le cinéma français, qui était un dialogue de théâtre, de vaudeville. En fait, on s'aperçoit que Simon a apporté immensément en s'inspirant d'un de ses amis vaudois, ça il l'a raconté très souvent, mais en même temps on s'aperçoit que le dialogue écrit pour le père Jules était bien écrit, que ce n'est pas quelque chose qui a été improvisé au tournage, c'est un dialogue qui a été écrit et qui a été d'ailleurs approuvé avant tournage par Simon, puisque Simon a raconté ailleurs, je ne sais pas où d'ailleurs, mais a raconté ailleurs que pendant toutes les années 30, il exigeait avant tournage un scénario signé à toutes les pages du scénariste ou du réalisateur pour être certain que le texte serait celui qu'il acceptait, qu'il n'y aurait pas d'écart par rapport à ça. Alors le film comporte énormément d'improvisation, mais les dialogues, donc énormément d'improvisation, à quoi Simon a apporté évidemment immensément, mais les dialogues étaient bien des dialogues de Vigo et Riera, les deux scénaristes, dits par Michel Simon, avec son accent, avec son maquillage, etc. Merci. Donc merci à vous, merci pour cette introduction. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver Bernard Eisenschitz demain soir à 18h30 au Cinématographe pour justement tournage d'hiver. C'est un assemblage d'images qui ne sont pas dans ce que vous allez voir maintenant, ce chef-d'œuvre absolu qui est la Talente. Bonne projection.